Chers amis d'Internet, cette vidéo parle des lignes floues entre le divertissement d'Hollywood, les médias d'information et le gouvernement. Je cite quelques exemples différents que j'ai fournis au fil des ans. Certaines personnes veulent vivre juste leur vie sous la bannière du bonheur de l'ignorance. Je ne peux pas vraiment leur en vouloir après avoir travaillé plus de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Qui ne veut pas rentrer chez lui, se détendre et regarder Netflix sans avoir à réfléchir? Mais l'un des plus grands réveils est lorsque les individus commencent à remettre en question leur programmation, et plus particulièrement leur programmation télévisuelle. Des questions comme « Qu'essaye-t-il de normaliser ici ? Comment le discours public est-il guidé par les médias d'information ? Et qui sont ces têtes parlantes qui colportent tous les programmes imaginables depuis la petite boîte noire de mon salon ?» Dans la première partie de cette vidéo, nous verrons comment les gouvernements ont utilisé le divertissement pour contrôler les masses et comment les grosses entreprises ont pris note en utilisant les mêmes méthodes pour vendre un produit. Ensuite, nous couvrirons le divertissement des enfants en commençant par Disney et les forces derrière nos films familiaux préférés. Nous aborderons la création et la modération culturelle en mettant en avant certains liens gouvernementaux intéressants entre les médias d'information et Hollywood. Alors commençons, voulez-vous? Le père de la psychanalyse est né dans l'Empire autrichien en 1856 de parents juifs d'Europe de l'Est. C'est à Vienne que Sigmund Freud a fait des recherches et des expériences sur l'esprit humain, concluant que l'homme était l'animal le plus féroce qui existe et que dans l'esprit de tous ces animaux se trouvaient des forces sexuelles et agressives primitives. Des forces qui avaient le pouvoir de déclencher un chaos généralisé et même la possibilité de renverser des gouvernements. Alors que Freud avait averti que les gouvernements avaient lâché ces forces dangereuses lors de la Première Guerre mondiale, son neveu américain, Edward Bernays, avait été employé pour faire battre les tambours de guerre. Le président Woodrow Wilson avait besoin que les Américains se joignent à la machine de guerre. Il s'est tourné vers les propagandistes pour faire exactement cela, convaincre les Américains de se joindre à la lutte sous le prétexte de répandre la démocratie à travers toute l'Europe, afin qu'un avenir plein d'espoir puisse s'ouvrir, un avenir où les individus du monde entier pourraient faire l'expérience de la bonne vieille liberté américaine. Mais Bernays ne tenait pas trop au titre de propagandiste. Il affirmait ironiquement que les Allemands avaient entaché le terme, donc il le réinventa, s'imposant comme le père des relations publiques. Vous savez, Bernays avait été le témoin direct de la puissance de la propagande pour promouvoir la guerre. Pour son prochain acte, Bernays a donc décidé d'utiliser la propagande, c'est-à-dire les relations publiques, pour promouvoir la paix. Comment, me direz-vous, Bernays a-t-il pu exécuter un acte aussi noble? Eh bien, son oncle, qui soit dit en passant détestait les humains, en particulier les Américains, avait des idées intéressantes sur la nature humaine et Bernays décida qu'il était temps de mettre ces idées en pratique, pour la paix bien sûr. Les sociétés américaines sont devenues encore plus puissantes après la Première Guerre et afin de maintenir leur trésorerie, en d'autres termes leur influence, les propriétaires d'entreprises ont réalisé qu'ils devaient garder leurs travailleurs dans les usines pour augmenter la production. Et bien sûr, il n'y a pas d'offre sans demande. C'est pourquoi les clients des grandes entreprises de Bernays l'ont engagé pour trouver exactement ce qui motivait l'esprit humain afin que les entreprises puissent mieux attirer les masses. C'est en 1928 que le président de la compagnie de tabac américaine s'est tourné vers Bernays pour augmenter les ventes, ce qui a donné à Bernays l'occasion de mener une sorte d'expérience. C'était une époque où les femmes qui fumaient en public n'étaient pas très bien vues, mais Bernays et son client savaient reconnaître un marché inexploité dès qu'ils en voyaient un. Bernays a eu recours à la psychanalyse, apprenant que la cigarette symbolisait le pénis, donc la puissance sexuelle masculine. Il a compris que s'il pouvait relier le fait de fumer des cigarettes à l'idée de contester la puissance sexuelle masculine, il pourrait vendre un paquet de cigarettes aux deux sexes. Tout le monde était gagnant sauf les poumons. Lors du défilé de Pâques, Bernays a donc mis en place un énorme coup de publicité. Il avait déjà averti la presse et lui avait fourni sa nouvelle pièce de propagande, je veux dire un plan de relations publiques. Les torches de la liberté que la presse allait ensuite rapporter lorsqu'un groupe de débutantes payées se faisant passer pour des suffragettes allumèrent leurs cigarettes au milieu du défilé, faisant du seul fait d'allumer une torche de la liberté un geste d'émancipation féminine, planqué dans un plan marketing puant, destiné à rendre l'émotion de tous ceux qui pourraient le regarder, faisant monter en flèche les ventes de tabac et liant à jamais le désir et les sentiments humains aux produits. Ce n'est pas comme si le fait de devenir une cheminée humaine rendait les femmes plus libres, mais cela lui donnait envie de le faire. Avec cette prise de conscience, Bernays était convaincu que ces tactiques pouvaient manipuler émotionnellement les masses pour acheter des produits sur la base du désir et non du besoin.
et toutes ces forces primitives dangereuses sur lesquelles son oncle parlait sans arrêt ont été rendues encore plus dociles par la manipulation des habitudes et des opinions de Bernays. Bernays avait réussi à remixer du pain et des jeux des Romains. En fait, les citoyens moyens étaient si occupés que la plupart ne se rendaient même pas compte qu'une nouvelle mentalité façonnée par l'attrait des entreprises liait et guidait l'Amérique, créant une voie claire pour une nouvelle élite qui contrôlait les masses par des techniques psychologiques, formant une grande illusion de cette chose que nous appelons maintenant la démocratie. Les frontières entre les entreprises et les gouvernements ne sont plus seulement floues, elles existent à peine. Et juste au moment où les gens commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas, une autre distraction apparaît, probablement un gros titre sur une question polarisante dans laquelle des gens bien intentionnés jettent leur énergie. Les médias sociaux deviennent alors des armes, divisant les gens en armées virtuelles qui s'attaquent sans cesse les unes aux autres. Les blancs contre les noirs, les hommes contre les femmes, les musulmans contre les chrétiens, les homosexuels contre les hétéros, les antifas contre la droite. C'est aussi épuisant, alors pourquoi ne pas s'asseoir, se détendre et regarder un peu Netflix, une société fondée par nul autre que le petit-neveu d'Edward Bernays. La première étape de la carrière de Walt semble être marquée par le désir créatif, des bribes de succès, des choix commerciaux de son frère Roy, une tragédie personnelle et une propension à la faillite. Mais tout cela a changé avec la Seconde Guerre mondiale. Des documents ont été révélés grâce à la loi sur la liberté de l'information. Avant le début officiel de la Seconde Guerre mondiale, Walt a été recruté et rémunéré par le FBI pour espionner Hollywood. Walt a même eu des sous-fifres qui lui ont fait des rapports sur des affaires d'espionnage officielles. Walt est passé de simple employé à la création de la société Walt Disney en tant qu'entrepreneur du gouvernement. Aux États-Unis, l'armée prend place elle-même dans les studios Disney un jour seulement après Pearl Harbor. Ces studios produisaient des films militaires instructifs, des publicités pour les obligations de guerre et une propagande sans fin pour la machine de guerre. Mickey a joué un rôle énorme pendant la Deuxième Guerre mondiale, son portrait étant peint sur les avions pour remonter le moral des troupes. Mickey a aidé les enfants à se sentir plus en sécurité pendant la guerre, grâce à une série de masques à gaz ressemblant au visage de la souris, les rendant moins menaçants. L'une des personnes les plus influentes travaillant dans le journalisme aujourd'hui est Anderson Cooper, membre de l'une des familles les plus puissantes d'Amérique, les Vanderbilt. L'arrière-grand-père d'Anderson Cooper était un baron voleur, un titan de l'industrie qui a fait fortune grâce aux ferries, aux lignes de bateaux à vapeur, aux chemins de fer et à la manipulation des stocks. Alors qu'Anderson Cooper était étudiant à l'université de Yale, célèbre pour sa société Skull and Bones, il a passé 2 étés à travailler pour la CIA à son siège de Langley, en Virginie. Il n'en avait pas parlé publiquement jusqu'à ce que la nouvelle se répande en 2006. Et lorsqu'il a déclaré que les accusations étaient vraies, mais a insisté pour minimiser le temps qu'il y avait passé, disant que même si c'était un bon emploi d'été, il n'avait pas fait carrière à la CIA. Anderson Cooper n'est pas le seul journaliste de la CIA, mais ce n'est pas vraiment important ici. Ce qui est important, c'est ce que ces liens signifient et ont signifié historiquement pour les journalistes de premier plan. Dans les années 50, au début de la guerre froide, la CIA a lancé une opération connue sous le nom de Mockingbird, qu'elle utilisait pour surveiller et recruter des journalistes parmi les médias d'entreprise afin de faire progresser son programme géopolitique et, en fin de compte, de renforcer sa lutte contre le communisme. En 1977, Carl Bernstein, un ancien journaliste du Washington Post, a publié un article de couverture de Rolling Stone intitulé « La CIA et les médias ». Comment les plus puissants médias américains ont travaillé main dans la main avec l'Agence centrale de renseignement. L'enquête de Bernstein a consisté à obtenir des dossiers de la CIA qui ont enregistré des efforts de collaboration avec 400 journalistes américains au cours des 25 dernières années et qui avaient secrètement effectué des missions pour l'Agence centrale de renseignement. Alors à quoi ces journalistes auraient-ils pu servir? À promouvoir des programmes géopolitiques de guerre dans l'ingénierie sociale? Quelle proportion de ce que ces journalistes ont rapporté était de l'information réelle? Et quelle part de ces informations a été un scénario de la CIA? Un scénario relayé dans un but très précis. Et quand allons-nous découvrir que le projet Mockingbird n'a jamais pris fin? Peut-être avons-nous appris tout ce qu'il fallait savoir de Weinstein. Peut-être que les réponses que nous cherchons restent cachées par ceux qui le couvrent depuis des décennies. Jetons un coup d'œil à son accusatrice Rose McGowan, qui a récemment été bannie de Twitter pour avoir visé l'un des chéris d'Hollywood, Ben Affleck. L'accusant de connaître le comportement de Weinstein depuis des années
et alléguant qu'il a menti en disant avoir fait quelque chose à propos du comportement de Weinstein. En outre, McGowan a qualifié le copain de longue date d'Affleck, Matt Damon, de profiteur sans scrupules qui garde le silence. Mais est-ce que Ben Affleck, Matt Damon et Harvey Weinstein sont vraiment des pervers d'Hollywood? Ben Affleck et Matt Damon n'étaient pas des acteurs connus avant Good Will Hunting. Mais voici une photo d'eux avec l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, le jour où Good Will Hunting est sorti au grand public, distribué par nul autre que les films Miramax de Weinstein. À noter également que le personnage de Damon dans Good Will Hunting est recruté par la NSA. Se pourrait-il qu'Affleck et Damon soient un peu plus liés que ne l'indiquait leur humble début d'acteur en difficulté? La réponse est oui, 1 million de fois oui. Finding Your Roots, une émission diffusée sur PBS, s'est penchée sur les racines de Ben Affleck et a révélé que son histoire d'homme de classe moyenne de Boston, élevé par une mère célibataire, était une histoire un peu trompeuse. À peine mentionnée dans l'émission, la grand-mère d'Affleck, Elizabeth Robert Shaw, a épousé un type qu'elle a rencontré à l'université, O'Brien Bolt, dont le témoin de mariage était Tom Braden, un homme qui travaillait pour l'OSS, une ancienne version de la CIA. Braden a ensuite tenu un rôle important au sein de la CIA, se spécialisant dans l'utilisation de l'art et du cinéma comme moyen de propagande. Braden a même décroché pour la grand-mère de Ben Affleck un poste au-devant de la CIA, connu sous le nom de Musée d'art moderne, en travaillant à ses côtés. La mère de Ben Affleck, Chris-Ann Bolt, n'était pas n'importe quelle mère. Elle a étudié à Harvard et travaillé aux côtés de la progéniture d'autres espions de la CIA, ce qui nous ramène à Ben Affleck. Ben Affleck, qui ne s'appelait pas encore Ben Affleck, a assisté à la première de son film Good Will Hunting avec le président Bill Clinton à Camp David. Il y jouait le rôle d'un analyste de la CIA dans le film The Sum of All Fears. Selon le Guardian, il y avait un véritable agent de la CIA sur le plateau conseillant les acteurs pendant le tournage du film. Ce même agent de liaison de la CIA a ensuite conseillé le plateau de tournage d'Alias, dont la vedette est Jennifer Garner, l'ex-femme de Ben Affleck. En gros, toutes les femmes de la famille de Ben Affleck sont liées à l'agence centrale de renseignement et nous n'avons même pas encore parlé du profiteur sans scrupules Matt Damon qui a joué des personnages liés à la CIA ou à la NSA dans Good Will Hunting, les 4 films Jason Bourne, The Good Shepherd et Syriana. Bien que Matt Damon ait une histoire similaire à celle de Ben Affleck, il se présente comme un type de classe moyenne de Cambridge qui a fréquenté Harvard, où il est devenu membre du club d'élite Delphic, même s'il n'était censé être qu'un enfant de la classe moyenne qui a fait du théâtre et qui a raté beaucoup de cours parce qu'il cherchait des rôles au cinéma. Il a même déclaré publiquement qu'il avait été retiré de classe pour poursuivre ses rôles, comme s'il n'avait pas eu son mot à dire. Il y a un excellent article que j'ai mentionné ci-dessous qui détaille et fournit toutes ces informations sur la façon dont Ben Affleck et Matt Damon étaient tout sauf des acteurs en difficulté issus de familles de la classe moyenne. Ils sont tous deux nés dans des familles d'élite avec un réseau de connexions à la CIA. Pensez-vous que ces liens ont été rompus lorsqu'ils ont fait fortune à Hollywood? Ensemble, Matt Damon, Ben Affleck et Harvey Weinstein forment un trio de choc. Hollywood sert de canal par lequel le gouvernement des États-Unis promeut sa propagande. Harvey et son frère Bob ont fondé les films Miramax que Disney a achetés en 1993. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les studios Walt Disney ont créé 75 films d'entraînement pour l'armée. Et il est prouvé que l'armée américaine a pris possession des studios de Disney pendant cette période et qu'elle ne les a jamais vraiment quittés. Considérez la programmation que Disney réalise ainsi que tout Hollywood. Pensez à la propagande dont Matt Damon et Ben Affleck ont fait partie. Alors qu'en pensez-vous, chers amis d'Internet? Y a-t-il quelque chose d'autre dans nos programmes télévisés qu'un simple moyen de s'évader après une dure journée de travail? Faites-moi savoir, j'attends toujours avec impatience vos commentaires. Merci beaucoup de regarder, de vous abonner et de soutenir ma chaîne. Au revoir.